Alors, on vous invite à vous asseoir. Nous allons reprendre l'après-midi avec notre dernière intervention. Cette dernière intervention aura pour objectif de vous présenter les travaux de recherche de la communauté mixte de recherche sur la pérédance en santé mentale de l'Université de Bordeaux, qui est donc l'organisateur de la journée d'aujourd'hui. Et on va accueillir, pour commencer, Adrien Seguela, qui est psychologue clinicien et doctorant en psychologie en 2e année de thèse. Puis ensuite... On accueillera ensuite Simon Félix, qui est chercheur postdoctoral au laboratoire de psychologie de l'Université de Bordeaux. Puis Kevin-Marc Valéry, que vous avez entendu ce matin, chercheur associé à l'Université de Bordeaux et cadre à la direction médicale de la Fondation John Bost. Adrien, on te laisse la parole. Bonjour. Très content de parler aujourd'hui à cette journée sur le dévoilement de soi, pour laquelle je ne vais pas parler du dévoilement de soi. Moi, je suis plus venu pour présenter en fait, donc effectivement les travaux de la CMR et notamment les premiers travaux qui ont eu lieu dans le cadre de cette CMR. Lorsqu'elle a été créée, développée, il a été question de choisir des axes prioritaires de recherche. Et le premier axe qui a été choisi, c'était celui de la stigmatisation des pères aidants. Donc pour laquelle on a mené une étude et qui a essayé de répondre à la question: est-ce que les pères aidants sont stigmatisés sur leur lieu de travail? Donc très rapidement, pour un petit peu de contexte, des incitations au développement et au déploiement de la pérédance en santé mentale, il y en a beaucoup, sur le plan national et international. Pour un exemple récent, l'OMS Europe, qui incite à mettre du savoir expérientiel dans toutes les couches un petit peu de la santé mentale, que ce soit dans les politiques publiques, dans les accompagnements, dans les équipes, etc. Et notamment, du coup, le déploiement de cette pérédance dite professionnelle, qui vise à intégrer des pères aidants professionnels dans les équipes un peu plus traditionnelles. Et on s'est rendu compte, finalement, toute une littérature appuie cela, qu'il existe des barrières à ce développement, à cette intégration. Et par exemple, on a une revue systématique qui a été publiée en 2020 et qui dit que, par exemple, un climat traditionnel de culture dans les équipes de soins, ça peut être une barrière à l'intégration des pères aidants, et ils peuvent percevoir de la forme de stigmatisation. Donc on s'est fixé plusieurs objectifs, notamment l'idée d'identifier des situations de stigmatisation que peuvent vivre les pères aidants sur leur lieu de travail. Et une fois qu'on les aurait identifiés, pouvoir un petit peu les qualifier, c'est-à-dire évaluer dans quelle mesure ces situations sont associées à de la stigmatisation perçue, dans quelle fréquence ils arrivent, ils sont rapportés, et la souffrance associée à ces situations. Donc pour répondre à ces objectifs, on est d'abord passé par une phase plus qualitative, c'est-à-dire un focus group. On a réuni en fait 9 pères aidants. Ça se passait en visio. Et donc on leur a posé une question très générale où ils devaient nous rapporter les situations de stigmatisation qu'ils avaient pu vivre sur leur lieu de travail. Cette question, ça tombe bien que Kevin soit là parce qu'il a déjà un peu utilisé cette méthodologie-là. Et on l'a un peu repris cette question justement, et c'était la suivante: sur votre lieu de travail, dans quelle situation vous êtes-vous senti incompris, exclu, stéréotypé ou maltraité parce que vous êtes père aidant? L'intérêt, c'est que les personnes puissent nous ramener toutes les situations que eux ils ont pu vivre. Par la suite, moi j'ai pu présenter certaines situations de la littérature, donc telles que par exemple cette littérature justement de revue systématique sur les barrières d'intégration des pères aidants. Et par la suite, on a fait une sélection collaborative de 15 situations que les participants à ce focus group pouvaient juger comme les plus pertinentes. Ça a constitué notre première phase de notre étude. Par la suite, on a pu, sur la base justement de ces 15 situations, développer une enquête en ligne qui a été diffusée donc sur le plan national, notamment à des pères aidants, mais aussi à d'autres professionnels de santé mentale. J'explique ça après. Donc, les personnes qui répondaient au questionnaire étaient exposées aux 15 situations qu'on avait sélectionnées. Donc là, il y a un exemple, par exemple. Donc, une des situations sélectionnées, c'était: les conditions de mon emploi sont plus précaires que celles de mes collègues. J'ai du temps partiel imposé, j'ai un salaire plus bas que des collègues qui ont une qualification égale, j'ai pas accès à un syndicat, j'ai pas les codes système pour avoir accès à un ordinateur, avoir accès aux dossiers patients, etc.
Et donc, dans un premier temps, on posait la question de à quelle fréquence avez-vous été exposé à cette situation? Donc, de jamais à très souvent. Si les personnes nous répondaient autre chose que jamais, on leur disait « Ok, est-ce que vous avez souffert de cette situation ?» Et là, pareil, on pouvait qualifier sur une échelle donc, de 1 à 5, qui allait de pas du tout à extrêmement, la souffrance associée au vécu de cette stigmatisation. Et enfin, on posait la question de la stigmatisation perçue. Alors, on ne peut pas vraiment poser la question de « est-ce que vous êtes stigmatisé ?» Est-ce que vous êtes senti stigmatisé? On doit passer un peu par des chemins un peu détournés pour mesurer ça. Et le moyen qu'on a trouvé pour cela, c'était de poser la question « pourquoi est-ce que cette situation vous est arrivée ?» Est-ce que c'est parce que les personnes vous ont considéré avant tout comme un usager de psychiatrie ou vous ont associé à la maladie psychiatrique? Là, à nouveau, on pouvait qualifier ça sur une échelle de 1 à 5. Ça nous a permis de sortir une sorte de classement et un peu de voir quelles étaient les situations qui étaient rapportées comme les plus fréquentes, celles qui étaient le plus vécues. Le fait de se sentir utilisé pour promouvoir le rétablissement, la formulation exacte qui était issue du focus group, c'était « je sers de vitrine pour le rétablissement », et fait partie des situations les plus fréquentes. Donc ça, c'est aussi dans le rapport de l'OMS dont j'ai parlé au début, c'est cette idée de « ok, on va intégrer des pères aidants », mais il y a l'idée qu'il ne faut pas que ce soit des tokens, donc juste pour faire bien de dire qu'on intègre des pères aidants. La question alors l'autre situation la plus fréquente, c'est « je dois me justifier ou me défendre pour recevoir une compensation en accord avec mes contributions et mes interventions ». Donc ça, c'est pour les situations les plus fréquentes. Mais on pouvait aussi, du coup, établir un classement des situations qui étaient le plus associées à de la stigmatisation. Et un des premiers résultats, c'est aussi de voir qu'il se trouve que les situations qui sont les plus associées à de la stigmatisation sont aussi les situations qui sont associées au plus haut degré de souffrance. Donc ça fait mal, finalement, de percevoir de la stigmatisation. Situation associée au plus haut degré de stigmatisation et de souffrance, c'est se voir refuser le droit d'accéder à un syndicat de professionnels de santé mentale. Donc, situation le plus associé à la stigmatisation et à la souffrance, mais pas une situation fréquente. Également, être victime de maltraitance pour lesquelles aucune suite n'a été donnée, situation très peu fréquente, mais lorsqu'elle arrive, extrêmement associée à de la stigmatisation et à de la souffrance. Vous vous souvenez, je vous ai dit qu'aussi on avait interrogé des professionnels de santé mentale sur ces questions-là, parce qu'il était aussi question de se dire, est-ce que ces situations-là, elles n'arrivent qu'aux pères aidants, ou elles arrivent un peu à tous les professionnels. Et donc, on a pu sortir 4 situations qui étaient rapportées spécifiquement plus fréquentes quand on est père aidant en santé mentale. Donc, devoir se justifier pour recevoir une compensation en accord avec ses interventions, avoir des conditions d'emploi plus précaires que celles de ses collègues, être considéré comme trop fragile et mis de côté pour cette raison, donc une forme un peu de stigmatisation positive, ou tout simplement, sur le plan de la discrimination, du comportement, se voir refuser une collaboration, sont des situations qui ont été statistiquement, significativement plus fréquemment rapportées par les pères aidants que par les autres professionnels de santé mentale, donc infirmiers, psychologues, ergothérapeutes, etc. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec cette étude ? Déjà, c'est une première étude, une étude seule, mais qui apporte des données quantitatives. Donc, on retrouve 2 thèmes à travers les situations sélectionnées. On a des thèmes de conditions d'emploi précaires, et on retrouve un sentiment d'être sous-évalué. Ces éléments-là, ces thèmes-là, ils sont cohérents avec la littérature internationale, qui est certes qualitative, mais déjà à développer, et ça va bien dans le même sens. Ce qu'on apporte en plus, c'est l'idée de, on peut un petit peu chiffrer ces situations-là, savoir à quelle fréquence elles arrivent, dans quelle mesure elles sont associées à de la souffrance et à de la stigmatisation perçue. Également, ces situations, elles sont certes décrites dans la littérature qualitative, mais pas forcément par le prisme de la stigmatisation. Avec cette étude, on comprend qu'elles peuvent également être vécues comme de la stigmatisation. Et enfin, pour finir, on retrouve la stigmatisation à plusieurs niveaux, et c'est aussi des pistes pour faire face à cette stigmatisation et trouver des solutions. Sur le plan de l'institution, c'est possible d'accorder plus de valeur au poste, d'avoir des conditions d'emploi qui vont être plus pérennes, une augmentation des salaires. Et sur le plan du relationnel,
ce qu'on retrouve aussi pas mal dans la littérature, c'est un manque de clarté du rôle. Donc ça peut tout à fait être résolu justement en apportant plus de clarté autour du rôle du père aidant dans les équipes. Et voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la parole à mes collègues. Bonjour tout le monde. Je me mets un chronomètre pour pas dépasser le temps qui m'est imparti. Donc, et je pose ma bouteille d'eau. Je suis donc Simon Félix, je suis chercheur postdoctoral au sein de la communauté mixte de recherche sur la pérédance en santé mentale. Et aujourd'hui, on m'a demandé de venir vous parler d'une étude qu'on a réalisée l'année dernière qui portait sur le dévoilement des difficultés de santé mentale au travail, dans une population bien particulière qui est chez les professionnels de santé mentale eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on entend ici par la notion de dévoilement ou de divulgation en contexte professionnel? Alors justement, peut-être un peu différemment de ce qu'on a entendu aujourd'hui. Ici, moi, je ne vais pas vous parler de dévoilement comme technique thérapeutique, mais on s'est intéressé au dévoilement comme le fait de globalement parler de sa santé mentale sur son lieu de travail à d'autres personnes sur son lieu de travail. Pourquoi est-ce que c'est un sujet important? Parce que potentiellement, ça concerne plein de monde, en fait. L'Organisation mondiale de la santé estimait en 2019 qu'à peu près 15% des adultes en âge de travailler souffraient d'un trouble mental. Et donc, pour ces personnes, le dévoilement, et c'est ce que montre la littérature, mène souvent à des situations assez inconfortables et même paradoxales. Puisque le dévoilement des difficultés de santé mentale au travail, il est parfois nécessaire, notamment pour obtenir des aménagements de poste, pour justifier d'arrêts prolongés, etc. Et pourtant, et comme l'a montré Adrien juste avant, le dévoilement, il peut être source de stigmatisation, de discrimination sur le lieu de travail. Et puis, je pense qu'il est important de rappeler que pour les personnes en situation de handicap, le droit à un poste qui soit justement adapté à son handicap, c'est un droit fondamental qui est tout à fait défini et encadré par les... J'ai fait tomber la bouteille. Qui est tout à fait encadré par les textes de loi internationaux. Et donc cette question du dévoilement, elle est importante à la fois parce que comprendre le dévoilement sur le lieu de travail peut être un facteur d'accès ou de maintien dans l'emploi pour les personnes concernées par des troubles mentaux, et à la fois parce que on veut empêcher le fait que le lieu de travail devienne lui-même un facteur de mauvaise santé mentale. Donc nous, la thématique qui nous a animés particulièrement dans cette recherche, c'était qu'est-ce qu'il en est de cette question du dévoilement des difficultés de santé mentale au travail chez cette population très particulière des professionnels de santé mentale. Alors je vous ai mis ici une photo du professeur Marc Corbière, qui est professeur à Montréal. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a soufflé de nous intéresser à cette question. Donc je rends à César ce qui appartient à César. Et on regrette pas du tout d'y être intéressé. Ce que je peux vous dire, c'est que notamment en fait dans la littérature scientifique internationale, c'est un sujet qui est peu étudié, cette question du dévoilement dans cette population. Alors que pourtant on a tout un tas d'éléments qui nous laissent à penser que les professionnels de santé mentale ne sont pas épargnés par les troubles mentaux. Pourtant, on a quand même peu de chiffres. J'ai cherché dans la littérature des chiffres pour vous dire, voilà, il y a tant de professionnels concernés par la schizophrénie, par les troubles bipolaires, etc. Et en fait, j'ai pas trouvé parce qu'il n'y a pas assez de données sur la question. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le secteur de la santé, ça fait partie des secteurs de travail les plus dangereux pour la sécurité et la santé de ces travailleurs. Et quand on regarde les chiffres chez les professionnels de santé mentale, on voit qu'ils sont notamment concernés en grande proportion par des problématiques de burn-out, d'épuisement professionnel, mais aussi par des syndromes de stress post-traumatique, notamment chez les professionnels qui travaillent en intra-hospitalier, donc dans les unités d'hospitalisation. Et donc, cette problématique du dévoilement en contexte professionnel, c'est un enjeu qui est aussi très actuel, comme le montre cette journée notamment, et puis aussi du fait du développement et de la plus grande prise en considération croissante de l'expérience vécue dans le domaine de la santé mentale, qui s'illustre notamment par le développement de la pérédance. Et à ce titre, justement, nous, on s'est aussi posé la question dans cette étude de quelle différence il peut exister dans la question du dévoilement en contexte professionnel entre les professionnels qui sont père aidants et entre les professionnels qui ne sont pas père aidants.
Donc voilà, je vais vous présenter les données de cette étude, juste un peu de contexte pour vous raconter de quoi il s'agit, cette étude. En fait, c'était pas une étude sur le dévoilement. C'était une étude sur le rétablissement, sur les pratiques en lien avec le rétablissement qu'ont les professionnels de santé mentale. Et on a réalisé une enquête en ligne entre octobre 2024 et avril 2025, auquel pouvaient participer les professionnels de santé mentale français qui étaient majeurs. Et on a obtenu des réponses de plus de 500 professionnels de santé mentale répartis sur l'ensemble du territoire français. Donc ici, dès que vous avez du bleu, c'est qu'il y a au moins un participant qui a répondu. Et plus c'est bleu, plus ça veut dire qu'il y a de monde. Donc vous voyez, on a quand même réussi à avoir des professionnels d'un peu partout en France. Et puis, à la fin de toutes ces questions sur leurs pratiques, etc., on a demandé à ces participants, est-ce que vous êtes vous-même ou avez été à un moment donné de votre vie concerné par un trouble psychique ? Et ça a été une grande surprise de constater que 28% des participants, ce qui correspondait à 156 professionnels, nous ont répondu oui. Et à ces professionnels-là, on leur a posé des questions sur le dévoilement en contexte professionnel. Et il y en a 142 sur ces 156 qui ont accepté de répondre. Alors pour vous montrer un peu rapidement qui sont ces personnes, c'était principalement des femmes, mais alors ça c'était plus généralement l'échantillon des professionnels de santé mentale, il y a beaucoup de femmes. Et puis c'était principalement des pères aidants, donc qui représentaient environ un tiers des répondants. Mais vous voyez qu'après on a des professionnels de professions différentes de la santé mentale, principalement des psychologues, des infirmiers, mais ensuite toute la constellation qui est représentée. Et puis des professionnels de différents secteurs, donc pas que de l'intra-hospitalier, aussi des professionnels du médico-social, du libéral, etc., et plutôt bien répartis entre ces différents secteurs. Alors, à ces personnes-là, on a posé tout un tas de questions, des questions fermées, des questions ouvertes, et l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter ces résultats. Vous allez voir que, par rapport à ce qu'a pu vous présenter Adrien juste avant, ce sont des données assez brutes. En fait, je vais vous présenter littéralement ce qu'ont répondu les participants. J'ai pas grande valeur ajoutée à vous présenter ça. Ce qui est intéressant, c'est justement de voir qu'est-ce qu'ils ont non dit. Donc, c'est beaucoup de pourcentages, tout ça. Donc, j'ai essayé de faire des graphiques pour rendre ça un peu digeste. La première question qu'on a posée aux personnes, c'est justement, est-ce que vous avez déjà dévoilé vos difficultés de santé mentale sur votre lieu de travail ? Alors, je suis un peu loin ici, donc il va falloir que j'arrive à voir les chiffres. Mais une grande proportion des répondants, à peu près 60%, ont répondu « Oui, j'ai dévoilé sur mon lieu de travail des difficultés de santé mentale qui sont encore d'actualité aujourd'hui ». Et 40% des répondants ont répondu « Oui, j'ai dévoilé des difficultés de santé mentale, mais qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, qui sont passées ». Et on avait quand même une proportion assez importante de personnes, donc 20% de ces personnes qui se disaient concernées par un trouble psychique, qui disaient ne jamais avoir parlé de leur trouble de santé mentale sur le lieu de travail. Et donc ensuite, on s'est intéressé, puis vous allez voir, je vais suivre ce schéma un peu tout au long de la présentation, à comparer les réponses entre les pères aidants et les autres professionnels de santé mentale non pères aidants. Et déjà, on peut voir que les pères aidants rapportaient en proportion, donc c'est à peu près 80% des pères aidants rapportaient dévoilés sur des difficultés de santé mentale encore d'actualité, là où ce chiffre était beaucoup plus bas chez les professionnels de santé mentale non pères aidants. Et un chiffre qui, moi, m'a particulièrement marqué, c'est ce que je vous ai entouré en rouge ici, c'est que parmi les personnes qui rapportent ne jamais avoir dévoilé, alors je réalise que c'est peut-être un peu petit pour vous, parmi les personnes qui rapportent ne jamais avoir dévoilé, 30% sont des professionnels de santé mentale non pères aidants. Ou plutôt, pour être plus précis, 30% des professionnels de santé mentale non pères aidants rapportent ne jamais avoir dévoilé, alors que chez les pères aidants, on n'est que à 3,8%. Ensuite, on a posé la question aux participants de à qui est-ce que vous avez pu parler de vos difficultés de santé mentale sur votre lieu de travail. Ce qui ressortait le plus, c'était mes collègues, à 76%, mes supérieurs hiérarchiques, à environ 50%, et mes patients, qui étaient finalement la population auquel les personnes divulguaient le moins, qui représentaient 44% des réponses. Et là encore, c'est intéressant de regarder la différence entre les pères aidants et les professionnels non pères aidants. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les pères aidants, ils dévoilent à l'ensemble de ces acteurs plutôt en grande proportion. Donc à chaque fois autour de 80%. Là où les professionnels de santé mentale non pères aidants, on tombe à des proportions beaucoup moins grandes, et particulièrement pour ce qui concerne le dévoilement aux clients, aux patients, où là, il n'y a que 28% des professionnels de santé mentale non pères aidants qui disent dévoiler aux patients. Et puis on leur a demandé, qu'est-ce que vous dévoilez ? Qu'est-ce que vous dévoilez par rapport à vos difficultés de santé mentale ? Ce qui ressortait le plus, c'était les symptômes dont je fais parfois l'expérience, à 65%, mes ressentis sur ce que mes difficultés m'ont apporté, à 64%,
les limitations gènes que je rencontre au quotidien, à 60% environ, mon diagnostic, là ça concernait qu'une personne sur deux environ, et les médicaments que je prends, qui était la chose qui était la moins divulguée. Et puis on observe ce même pattern de réponse, de décalage entre le dévoilement chez les pères aidants et les autres professionnels. Si on regarde les réponses des pères aidants, la moyenne c'est environ 80% de participants qui rapportent divulguer sur ces différents éléments. L'élément le plus divulgué étant les symptômes dont je fais parfois l'expérience. Alors que si on regarde du côté des professionnels de santé mentale non pères aidants, la moyenne de réponse est environ plutôt à 40% des professionnels qui divulguent sur chacun de ces aspects, et l'aspect le plus divulgué étant les ressentis sur ce que mes difficultés m'ont apporté. Et puis ensuite, on a demandé aux participants, mais alors pourquoi, pour quelles raisons vous dévoilez? Alors on a posé des questions fermées, mais là je voulais vous présenter notamment les réponses des participants dans une question ouverte. En fait, on a laissé la possibilité aux personnes de nous écrire les raisons qui les avaient poussés à dévoiler leurs difficultés de santé mentale au travail. Et je vais donc vous présenter un peu globalement qu'est-ce qui ressort de ces réponses-là. La première chose, c'est les personnes rapportent dévoilées au service des personnes accompagnées, donc pour aider les personnes qu'elles accompagnent, et elles le décrivent comme faisant partie de leur métier, souvent comme une compétence à part entière. Une compétence qui ressort dans les discours des pères aidants comme étant vraiment propre à leur métier. Et je vous ai mis ici un témoignage qui montre ça. Je suis médiatrice de santé père, donc aborder mon parcours, ma maladie, etc. fait partie de mes missions. Également, les personnes rapportaient divulguer leurs difficultés de santé mentale en équipe pour éclairer des situations cliniques par un autre point de vue complémentaire à celui de leurs collègues, ou encore directement dans la relation d'aide avec les personnes, dévoiler pour aider les personnes, et notamment pour, on en a parlé tout à l'heure, pour inspirer l'espoir que le rétablissement est possible. Voilà, lors d'entretiens à visée de renforcement d'alliance et de normalisation du vécu. J'ai pas pu mettre tous les verbatims, mais ça vous donne une idée. Puis ce qui ressortait, c'est que les personnes rapportées divulguées par recherche d'authenticité aussi vis-à-vis de leurs collègues ou de leurs supérieurs. Beaucoup de personnes disaient, en fait, c'est pour éviter d'avoir à mentir. Voilà, cette personne qui dit cette sensation de mentir et de ne pas être authentique me pesait, ou alors un sentiment de manquer d'authenticité si le sujet n'était pas abordé. Et puis les professionnels aussi disent dévoiler pour être en cohérence avec leurs propres valeurs, avec les valeurs qu'ils défendent dans leur pratique, qui sont justement de faire de la santé mentale un enjeu de tous. Ce qui rejoint le point suivant, qui était que plusieurs participants disaient dévoiler explicitement avec l'objectif de lutter contre la stigmatisation dans une forme d'engagement militant. Donc voilà, par exemple, un participant qui dit c'est l'envie de bouger les lignes, ou alors lutter contre l'autostigmatisation, la stigmatisation qui est la double peine de la maladie mentale. Et puis pour certains participants, le dévoilement était aussi quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre qui répondait à des enjeux en fait assez pratiques liés à leur contexte de travail. Donc ça, c'est des personnes qui, par exemple, n'arrivent pas à cacher en fait leurs difficultés de santé mentale et qui donc sont obligées de dévoiler. Vous avez quelques exemples ici. Ma santé ayant eu un impact sur ma fatigabilité et mes capacités attentionnelles, j'ai fait le choix du dévoilement pour adapter mon rythme de travail. Donc là, c'est des aménagements de poste. J'en ai parlé à mes supérieurs et à mes collègues car je me retrouvais à mentir sur certaines absences prévues pour des rendez-vous médicaux et sur mon quotidien. On voit bien à quel point là le dévoilement il devient obligatoire, c'est plus possible de le cacher. Et puis un dernier point qui est que on voyait dans les réponses des participants à quel point le contexte relationnel, notamment vis-à-vis de leurs collègues, était un facteur qui déclenchait ou non le fait de choisir de divulguer. Donc les personnes me disaient par exemple, moi je me suis senti, c'est le fait de me sentir suffisamment en confiance avec mes collègues qui m'a permis de parler de mes problèmes de santé mentale. Où on voyait également que c'était beaucoup une question de soutien social, à la fois dans le fait de donner du soutien social ou d'en recevoir. Donc les personnes qui nous disaient, moi j'ai choisi de dévoiler parce que j'étais en grande difficulté et donc il fallait que j'en parle à quelqu'un pour trouver du soutien. Ou à l'inverse, j'ai vu un collègue qui vivait des difficultés de santé mentale et qui était en difficulté et donc j'ai choisi de dévoiler pour justement aider ce collègue. Et puis enfin, même si c'est plus rare, ça reste quand même important de le souligner, pour certaines personnes, le dévoilement n'est pas un choix, il est contraint par les collègues, par exemple, qui peuvent exercer une forme de pression sociale et d'injonction au dévoilement. Là, vous avez un témoignage qui m'a marqué où la personne dit « Les regards méfiants, les moqueries délivrées pour tenter de cerner qui j'étais devant les collègues de travail, cela me poussait toujours à bout. Je révélais alors la vérité pour enfin avoir la paix, alors même que je voulais initialement garder ma vie privée. »
Et puis enfin, pour terminer, on a posé la question aux participants, globalement, cette expérience de dévoilement, de divulgation en contexte professionnel, quel impact est-ce qu'elle a eu, selon vous, sur votre bien-être au travail ? Les personnes devaient répondre sur une échelle de 1 à 7. Et ce que vous voyez ici, c'est que principalement, les gens ont répondu que ça avait eu un impact positif à très positif pour leur santé mentale au travail. Une proportion assez importante d'entre eux, 25%, disaient que ça avait été neutre. Alors ça, c'était intéressant dans les discours des personnes. Elles disaient, en fait, j'ai été assez déçu parce que j'ai dévoilé. Et en fait, c'est un peu tombé à l'eau. Les personnes n'ont pas su s'en saisir. Et donc, ça a été une expérience finalement neutre. Et puis pour quelques personnes qui étaient minoritaires, mais elles rappelaient des effets très négatifs, des impacts très négatifs du dévoilement, par exemple dans des situations où le dévoilement avait donné lieu à du harcèlement, de la discrimination sur le lieu de travail. Et puis pour information, il n'y avait pas de différence dans les réponses entre les pères aidants et les non-pères aidants sur cette question de l'impact du dévoilement. Donc voilà, je conclus très rapidement puisque mon temps est écoulé, pour dire que déjà, je ne vais pas faire de grandes conclusions, parce que comme vous avez vu, c'est des données qui sont très descriptives, très exploratoires, donc on ne peut pas en dire beaucoup plus qu'elles ne sont. Mais je voulais quand même vous donner un peu les messages clés que moi je retire de ce travail-là. Déjà, j'ai été assez étonné de constater à quel point la question du dévoilement, en fait, on ne peut pas la réduire à est-ce que la personne a dévoilé ou non, mais à quel point finalement c'est quelque chose d'hétérogène et qui renvoie à des réalités très différentes. Ce qu'on montre, c'est que les personnes, elles dévoilent pas la même chose, elles dévoilent pas aux mêmes personnes, ni pour les mêmes raisons, ni avec le même impact. Et donc, on peut pas réduire cette question. En tout cas, il faut essayer de pas le faire. Si vous êtes intéressé par des lectures sur le sujet, c'était Alexandra Nguyen qui évoquait ça tout à l'heure. Je vous renvoie aux travaux une chercheuse américaine qui s'appelle Baldwin, qui essaie de modéliser un peu justement les facteurs qui poussent les personnes à choisir de dévoiler ou non. Voilà. Et puis un dernier message clé qui est que justement on voit émerger dans ces patterns de réponse-là des différences de dévoilement entre les pères aidants professionnels et les professionnels non pères aidants. J'étais conforté, mais en même temps surpris par le fait de constater à quel point le dévoilement il est au cœur du travail des pères aidants, et ça se voit dans leurs réponses. C'est vraiment quelque chose d'intégré. Ils dévoilent beaucoup à plein de gens sur plein de sujets différents, etc. Là où, quand on regarde les réponses des autres professionnels de santé, il y a quand même 30% des professionnels non pères aidants qui ne dévoilent pas, et sur les 60% qui restent, il y en a que 30% qui dévoilent à leurs patients. Donc vous voyez qu'on est encore loin de la norme de dévoilement sur le lieu de travail pour cette population-là, au point où certains auteurs parlent de culture du non-dévoilement chez les professionnels de santé mentale. Et puis ça ouvre plein de perspectives de recherche pour nos travaux ici dans la communauté mixte de recherche, et notamment pour un truc qui ressort et qui fait la transition avec la présentation de Kevin qui suit, qui est à quel point on parle pas de la même chose quand on parle de dévoilement, de divulgation en contexte professionnel, et quand on parle de dévoilement à visée thérapeutique. En fait, ça renvoie à des réalités et des pratiques qui sont très différentes. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Bonjour, c'est bon, le son parfait. C'est encore moi. Hop là. Je m'excuse d'être là, parce que je tenais pas spécialement à passer 2 fois aujourd'hui, mais c'est ma collègue Hélène qui devait être à ma place, qui ne peut pas être là et qui du coup m'a demandé de la remplacer sur la présentation de ses travaux. Je co-coordonne un groupe de recherche sur le dévoilement de soi dans la pérédance. Et je le co-coordonne, ça veut dire que je coordonne avec quelqu'un d'autre, Hélène Reyraud, qui est médiatrice santé-père et pour moi collègue chercheuse, et qui du coup devait vous présenter ses travaux aussi, et qui ne peut pas être là aujourd'hui, et qui m'a demandé d'être là. Alors, je vais vous présenter un peu notre groupe de travail au sein de cette communauté mixte de recherche. Vous avez vu la directrice et les collègues aujourd'hui. Nous, on est un groupe de travail qui réunit des pères aidants professionnels, des personnes avec un parcours de santé mentale, des proches, des chercheurs, et qui est co-coordonné par Hélène et par moi. Au départ, voilà comment on a travaillé. Je trouvais intéressant de vous montrer comment on travaille à l'intérieur de la CMR. Si jamais un jour vous voulez nous rejoindre, faire de la recherche avec nous, c'est assez ouvert, vous êtes les bienvenus pour les groupes de travail. Donc voici comment on travaille ensemble. On est arrivé avec une thématique qui nous passionne, et on n'est pas les seuls visiblement aujourd'hui, le dévoilement de soi en pérédance. Et puis on s'est posé tout un tas de questions autour. Donc le groupe en entier, c'est des groupes de travail qui ont lieu en visio, donc si vous êtes loin, vous pouvez aussi nous rejoindre.
le groupe en entier à dire moi ce qui m'intéresse c'est comment on pratique le dévoilement, non moi ce qui m'intéresse c'est quels sont les besoins des personnes en termes de dévoilement, non moi ce qui m'intéresse c'est comment on forme au dévoilement, etc. Donc on a fait tout un tas de générations d'idées autour de ça. Et puis on est dans des pratiques aussi de démocratie en recherche. Donc on a utilisé un instrument qui s'appelle le vote à jugement majoritaire. On a rédigé tout un tas de questions de recherche à partir de tout ce qu'on avait dit. Et puis tous les membres du groupe ont donné une note à chaque question de recherche, note d'intérêt, de ça ne m'intéresse pas du tout à ça m'intéresse beaucoup. Et c'est la proposition qui faisait le plus consensus dans le groupe qui a été retenue. Et cette proposition, c'est cette question de recherche. Quels sont les effets du dévoilement de soi du père aidant du point de vue des personnes accompagnées? Et c'est une super question parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé de la pratique du dévoilement, mais on n'a pas parlé du point de vue des personnes qui reçoivent le dévoilement. Ben, c'est l'occasion à travers la recherche qu'on a menée avec le groupe. Comment on a fait ensuite? Parce qu'on a une question de recherche. Ben, on a trouvé des méthodes, alors toujours dans un esprit participatif, c'est-à-dire que si vous y connaissez rien en recherche, vous pouvez faire de la recherche avec nous quand même, parce que c'est pas ce qu'on cherche. On cherche pas des chercheurs, on cherche des personnes qui ont un regard différent du nôtre. Donc moi, mon travail de chercheur, ça a été de venir avec mon manuel de chercheur et de vous dire, ben voici les méthodes qu'on peut utiliser pour répondre à cette question. Il y a de l'approche phénoménologique, il y a des focus group, il y a l'enquête, il y a des méthodes d'enquête, il y a des méthodes mixtes. Enfin voilà, genre on en a sélectionné entre nous, entre chercheurs, et puis on en présente plusieurs parce que c'est pas nous qui prenons la décision finale, sinon c'est pas de la démocratie. On réutilise cet instrument de vote à jugement majoritaire. Les membres du groupe votent pour la méthode qui évalue chacune des méthodes. Et puis, on choisit la méthode qui fait le plus consensus. Donc, c'est la méthode mixte qui a fait le plus consensus. Et je vais vous décrire ce qui a été choisi. Pour le protocole, de nouveau, c'est à mon tour. Hop, j'arrive avec mon petit manuel et je regarde la méthode de focus group. Dans mon manuel, je crée une sorte de patron à vide, un document à remplir. On va co-remplir ensemble le protocole de focus group. Donc on a fait un co-remplissage du modèle de protocole de focus group que j'ai en général qui suit les recommandations internationales sur focus group. Focus group, c'est des groupes de discussion. C'est une méthode où on réunit des groupes de personnes pour qu'elles discutent entre elles et nous on fait des données sur cette discussion. Donc on a co-rempli quelque chose. Et puis, on tient à être scientifiquement rigoureux. Donc, c'est de la recherche la plus rigoureuse possible. Donc, on a soumis ce protocole, d'une part, à l'entièreté de la CMR, dirigée par Antoinette Proutot, pour leur montrer, voilà, ce qu'on a réfléchi ensemble. Est-ce que tous les autres chercheurs, toutes les autres personnes concernées, tous les autres pairs aidants, ils sont bien OK avec ce protocole? Ensuite, on a soumis ça à un comité éthique de recherche pour être sûr qu'on respecte les réglementations éthiques. On a reçu un avis favorable que vous avez là pour preuve, et on a mis le matériel en disponible pour toutes les questions de sciences ouvertes. C'est-à-dire que le protocole, comme il a été écrit à l'avance, on peut le déposer en disant c'est une promesse, on s'engage à essayer de respecter ce protocole. Parce que dans les pratiques scientifiques, il y a des chercheurs, ils écrivent des protocoles, ils ont des résultats, les résultats correspondent pas à ce qu'ils attendent. Alors du coup, ils modifient un peu a posteriori le protocole en disant non, mais c'est pas tout à fait ça que je cherchais autre chose. Et donc on peut pas vérifier qu'ils s'étaient vraiment engagés à chercher ces résultats-là. Donc un des engagements qu'on peut tenir, nous, les chercheurs, c'est cette promesse de protocole. Donc on a cette promesse de protocole. Et puis, du coup, le matériel avec lequel on a fait la recherche est aussi disponible. Vous pouvez aller le consulter sur les liens qui sont ici. Une fois qu'on a fait ça, il fallait recueillir les données. Donc là, le groupe a décidé que ce serait de la recherche sur la paire aidance par les pairs aidants. Donc, on a constitué des équipes de pairs chercheurs et de pairs chercheuses. On les a formés au protocole, ce qui n'était pas difficile, parce que comme les pairs chercheurs, ils avaient contribué à écrire le protocole, ils avaient déjà une bonne familiarité avec le protocole. Et puis on les a formés au protocole, c'est-à-dire on a fait un protocole blanc, comme un bac blanc. Je faisais l'expérimentateur, il faisait les participants, et puis on a enregistré, c'était une vidéo qui pouvait être revisionnée le nombre de fois qu'ils souhaitaient. Enfin voilà, on a vraiment tout fait pour qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts les protocoles. Les pairs chercheurs et les pairs chercheuses se mettaient tellement de pression qu'ils connaissaient le protocole par cœur. J'avais aucun problème, parfois mieux que certains chercheurs, donc c'était vraiment super. Et ensuite, ils ont participé eux-mêmes à recruter. Donc, rappelez-vous la question de recherche, c'est quels sont les effets du dévoilement de soi sur les personnes que j'accompagne. Et j'en profite pour saluer le courage incroyable dont ont fait preuve certains pairs aidants qui sont là aujourd'hui comme
comme Enzo, mais je pourrais en citer d'autres, qui ont accepté qu'on vienne faire l'étude auprès des personnes qui les accompagnent eux-mêmes. C'est-à-dire que Enzo a été d'accord pour qu'on aille questionner les effets de son dévoilement sur les personnes qui l'accompagnent. Et vous allez voir, les résultats sont pas toujours, c'est pas le monde des bisounours, on n'est pas que sur des résultats positifs. Et ça demande un courage que moi, chercheur, j'ai jamais fait des recherches sur les personnes que j'accompagne. Donc c'est encore plus un engagement dans une recherche intéressante. Donc on a fait 3 focus groups, donc 3 grands groupes de discussion, comme ça, dans 3 univers un peu différents. Un qui avait eu lieu en ligne et qui réunissait des personnes qui avaient été accompagnées dans des horizons assez divers. Un qui avait lieu dans un centre de réhabilitation sanitaire. Et un qui avait lieu dans un centre plus médico-social. Pour l'analyse des données, on voulait aussi pousser la logique, on voulait continuer à pousser la logique de la co-recherche. Donc c'est Hélène et moi-même, chercheur, moi qui ai l'habitude d'analyser des données, mais Hélène c'était sa première fois. Alors première fois c'est un bien grand mot parce que Hélène, elle serait d'accord avec le fait que je vous dise ça, elle a un passé militaire où elle était dans les renseignements et donc en termes d'analyse de données. Et alors les renseignements c'est pas le terme, mais elle était aux archivages et tout ça, et donc le tri de tout un tas de documentation et tout, elle était bien plus efficace que moi. Elle avait une habitude militaire de faire ça, c'était formidable de fonctionner avec elle. Donc sur l'analyse des données, on pouvait compter sur sa compétence. On a fait une co-analyse thématique des données. On a pu établir des accords interjuges, donc c'est à quel point l'analyse d'Hélène était en accord avec mon analyse. On était sur un accord interjuge de 95%, ce qui est énorme. On avait aussi bien écrit le protocole en amont pour favoriser cet accord interjuge, donc c'était ce qu'on s'attendait. Et puis une fois qu'on avait bien codé, il fallait ajouter une petite étape d'interprétation, de sous-thématique de ce qui pouvait être dit dans ces groupes. Et là, on était sur un accord un peu moins fort, mais toujours énorme, à 70%. Et quand il y avait des accords, qu'est-ce qu'on faisait ? On en discutait ensemble, a posteriori, de pourquoi t'as mis ça, pourquoi j'ai mis ça. Ah, en fait, il y a 2 interprétations disponibles et on sait pas comment le faire, donc on élimine l'item. Ou alors, ah mais non, t'as raison, c'est moi, j'ai projeté, je me suis trompé, etc. Donc, c'était vraiment très intéressant de le faire à 2. Les données sont aussi disponibles, donc si jamais on a fait n'importe quoi, nos collègues chercheurs peuvent aller regarder ce qu'on a fait pour essayer de critiquer et essayer d'améliorer nos façons de faire. On est OK pour que tout le monde mette son nez dans ce qu'on fait. Bon, les résultats, maintenant que je vous ai décrit un peu comment on fonctionne dans cette formidable CMR sur la pérédance, on a des formidables résultats aussi. Donc quels sont les effets du dévoilement de soi, ce dont on a parlé toute la journée, ça a quel effet sur les personnes qu'on accompagne ? Tout d'abord, il y a des effets émotionnels. Ça a été évoqué un peu auparavant, mais ce qui ressort en premier, c'est l'apaisement, le soulagement, et puis il y a des émotions plus neutres, comme la surprise, et puis il y a des émotions parfois un peu plus négatives. Je suis surpris. Non, pardon, je suis inquiet. Ça m'a inquiété, ce que décrivait Nour tout à l'heure. Et puis il y a des personnes qui vont rapporter être en détresse face au dévoilement. Également. Je vous ai mis des verbatims pour qu'on se rende bien compte. Il y a des personnes qui nous ont dit le dévoilement de l'expérience du père aidant m'a procuré un sentiment de soulagement. C'est l'effet principal qu'on a, c'est l'émotion principale qui ressort de ces discussions. Mais on a aussi ce type de témoignage, le dévoilement de certains passages difficiles qui m'ont activé émotionnellement de manière désagréable, m'a conduit à avoir une appréhension sur les prochains dévoilements à venir du père aidant. Il y a des effets sur la relation thérapeutique, qui sont globalement des effets très positifs. On apprécie plus le père aidant, ça amène de l'horizontalité, de la réassurance, de la confiance. Le père aidant paraît compréhensif, on se sent compris par le père aidant. Et dans les verbatims qu'on a, le dévoilement du père aidant m'a permis de questionner mon rapport avec mes soignants et de renforcer l'alliance thérapeutique avec les soignants. Où le dévoilement m'a fait ressentir que je suis différent du père aidant car nous ne partageons pas le même trouble. Ça induit une forme de distance, une proximité moins importante. C'est aussi un des témoignages qu'on a reçus. J'essaye de mettre du positif et du moins positif à chaque fois. Mais c'est intéressant qu'on ait ces données également. Il y a des effets sur la santé mentale, tant mieux. Ça aide à accepter, ça donne des ressources, des outils pour avancer, ça amène de la compréhension et puis ça participe au rétablissement, d'après les personnes interrogées. Donc le dévoilement a participé à retrouver confiance dans mes soins ou dans mon traitement. Ça a des effets sur l'empowerment, retrouver cette capacité d'agir, retrouver une position privilégiée. Donc ça a des effets sur l'autodétermination, sur la motivation, sur l'envie soi-même de se dévoiler en retour.
Et sur la motivation générale, on a cet exemple. Le dévoilement d'éléments du parcours du père aidant m'a permis de travailler et de préciser mes choix ou des projets de ma propre vie. Il y a des effets sur l'identité personnelle, sur la relation qu'on a à soi, sur les connaissances sur soi, sur l'estime qu'on porte à soi, généralement des effets très positifs. Le dévoilement du père aidant m'a permis de travailler et de réduire la stigmatisation ressentie du fait d'avoir un trouble psychique ou le fait d'avoir une addiction. On a des effets sur le soutien social perçu. Donc le dévoilement, ça amène une forme de connexion, un nouveau type de relation, ça peut amener un soutien. Le dévoilement m'a permis de réduire mon sentiment de solitude, de ne pas être seul à vivre avec ces difficultés. Ça a eu un effet, Hélène tenait à ce qu'on mette ce terme-là dans l'interprétation des données, sur l'humanité commune. Le fait que les humains, on partage des points communs entre nous, ce que nous on appelle aussi beaucoup similitudes. Le dévoilement du père aidant m'a fait ressentir un soulagement par la mise en miroir d'une expérience semblable. Certains participants sont allés jusqu'à dire « Ah, mais c'est un semblable, j'ai enfin un semblable en face de moi ». Ça a des effets sur l'espoir, ça amène des témoignages d'issues positives. Le dévoilement du père sur les solutions qu'il a trouvées et partagées m'a permis de voir une porte de sortie, une issue positive à ma propre expérience. Donc voilà à peu près tous les résultats, tous les effets qu'on a dans ce que les personnes rapportent dans le discours. Il y a des effets positifs, il y a des effets neutres, il y a des effets négatifs, les effets positifs en plus grand nombre. Si on devait résumer, ce qu'on a compris avec Hélène de ces travaux-là, c'est que tout d'abord, il y a un effet émotionnel. Quand il y a un dévoilement, la personne commence par ressentir une émotion. C'est pas grave si c'est une émotion qui est désagréable parce que ça participe aussi au vécu dans la relation. Ensuite, ça va avoir des effets positifs sur la relation thérapeutique, ce qui est beaucoup appelé alliance dans le discours des personnes. Et ça va créer du lien, un lien fort, ou renforcer un lien qui existe déjà. Et enfin, ce qu'on a trouvé, nous, dans les résultats, c'est que ça a un effet sur l'autodétermination, l'identité, la connexion, l'empowerment, le sens, qui sont des processus qu'on a identifiés, qui ont déjà été identifiés dans la recherche comme étant les processus clés du rétablissement. C'est un peu le modèle Chime, comme nous on a des résultats en français, on l'a mis avec la version française du modèle Chime, mais c'est quels sont les leviers pour amener les gens à évoluer dans leur rétablissement. Le dévoilement de soi, il participe à renforcer ces leviers. Ça nous a intéressés. Alors, quelles sont les perspectives de cette recherche? Là, je vous ai livré que du qualitatif. En vrac, je vous ai donné les effets du dévoilement. Maintenant, ça ne dit rien de la fréquence de ces effets. Est-ce qu'on est sur une fréquence qui ressemblerait à ça? Première hypothèse, oui, il y a quelques effets négatifs au dévoilement de soi, mais ils sont mineurs, ils sont à la marge, ils sont rares, et ce seraient les effets positifs qui seraient au premier plan et qui seraient le plus souvent donnés. Ou est-ce qu'au contraire, ce seraient les effets négatifs qui seraient les plus fréquents? Et les effets positifs, certes, on en cite de nombreux, mais ils sont rares. C'est pas ce que vous pensez, c'est pas ce que je pense, mais en tant que scientifique, je me dois de me poser la question et d'aller tester l'hypothèse. Et c'est notre prochaine étape. Là, on a tout un tas de données qualitatives, on va les transformer en questions, et on va essayer de les passer, ces questions, au plus grand nombre. Donc, si vous m'écoutez toujours, je vous enclin à suivre la CMR sur les réseaux sociaux et à nous suivre, parce que on va créer un questionnaire, on va essayer de le diffuser au plus large nombre possible pour connaître la prévalence de ces effets chez les personnes accompagnées. Et donc, si vous pouvez nous aider à ce moment-là à diffuser cette enquête, à la repartager, à la diffuser aux personnes que vous accompagnez, ce serait top. Voilà. Merci. Hélène tenait à dire connectons-nous, continuons. Et donc, n'hésitez pas à écrire à Hélène directement et à nous suivre. Merci beaucoup.